Chine en français. LCF. 你好， Nous aimons la Chine. LCF. La Chine en français. LCF. LCF, la Chine en français, notre rendez-vous quotidien, Chine Express, notre magazine pour décrypter un petit peu l'actualité, pour nous informer, pour nous distraire aussi. Et une fois n'est pas coutume, mon cher Christophe, bonjour. Absolument. Nous allons débuter, un peu comme font les youtubeurs, nous allons débuter aujourd'hui par un placement de produit. Je vous laisse faire, allez-y. Placement de produit, clap. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Hélène Ling pour son 3e roman qui s'appelle Ombre chinoise et qui est publié aux éditions Rivage. Voilà, une émission littéraire, c'est la première. Ouais, je suis Alors, un peu ému. Madame Hélène Ling, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir. Comme je viens de le dire, c'est une première pour nous. Ça fait à peu près... ça fait quelques mois qu'on anime cette émission d'une manière hebdomadaire. Et c'est la première fois que nous allons faire une heure littéraire. Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas habitué. Pour moi, c'est une première. Je suis un peu impressionné d'avoir une romancière à notre table. Est-ce qu'on dit écrivaine, vous qui êtes, on va le voir, prof de français également ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire auteur avec un E à la fin. Ça, je savais, mais écrivaine. Et écrivaine, je pense qu'avec, vous savez, la nouvelle vague d'écriture inclusive et donc les remaniements... Pour en parler 2 secondes. Voilà. On peut se permettre, c'est ça ? Je pense qu'on peut se le permettre. Bien, alors on se le permet. On va parler avec vous de votre roman. On va parler également de votre vie, car vous avez une vie riche, très riche, à tel point qu'il faut s'accrocher pour la suivre. Hein. Il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup de rebondissements. On va découvrir ça également dans votre roman, où vous embarquez un petit peu le lecteur dans votre vie, dans ce scénario qui est absolument mouvant. C'est votre 3e roman. Vous brossez, pardonnez-moi, le portrait de votre mère, l'expérience promet, le déracinement également. Il y a beaucoup de thèmes qui sont dans votre roman, énormément de thèmes. On va voir toute cette richesse avec Christophe qui a dévoré votre livre. Moi, ça fait une petite semaine qu'il m'en parle, non-stop, qui me relance. Donc voilà, mon cher Christophe, à toi de jouer. Première question pour notre invitée du jour, Madame Hélène Ling et son Ombre chinoise paru aux éditions Rivage. Absolument. Et donc, si vous voulez bien, on va commencer par vous, avant de parler du roman. Encore Absolument. que le roman parle de vous. Et Voilà. donc, on va parler de vous, puisqu'on va parler du roman. Ça fera beaucoup. C'est ça, hein, c'est ça. C'est une bonne stratégie. Et effectivement... Donc, j'ai pas compris, on commence par quoi ? Par Olivier, Par l'œuf ou la merveilleux. poule par votre vie qui est absolument... Alors moi j'ai hâte qu'on déroule le fil de votre vie. Vas-y Christophe. Hélène, vous ne vivez pas de vos romans. Vous avez un vrai Non, métier. Malheureusement, oui. Mais ça va venir. Ça va venir, je vous le souhaite en tout cas. Ah, certainement. Encore que, si ça se trouve, vous avez plaisir à exercer votre métier. Oui, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est assez difficile. Alors, j'enseigne, je suis professeur de français. J'ai longtemps enseigné en Seine-Saint-Denis, 18 ans, pour être Oui, précise. où ça ? Au lycée Olympe de Gouges. Le fameux Olympe de Gouges ? Oui, le fameux Olympe de Gouges, la fameuse Olympe de Gouges qui a donné son le nom fameux à lycée Olympe de Gouges, pardon. à cet établissement. Donc, je salue éventuellement mes chers collègues qui écouteraient la radio. Et là, je suis passée à Paris, au lycée-collège Jules Ferry, dans le 18e arrondissement. C'est ça, 18e, oui, je vois. Et vous enseignez à quelle classe ? Cette année, je suis en collège, mais j'ai fait du lycée pendant une 20aine d'années. Et évidemment, c'est une véritable école, on peut dire, de la vie dans le 93. Vous imaginez, c'est un centre de toutes les problématiques que vous pouvez trouver dans ces quartiers. Histoire de tordre le cou à quelques clichés qui peuvent arriver des fois assez vite, est-ce qu'on peut enseigner la littérature dans le 9-3, comme on dit ? Bah, vous pouvez essayer, même vous devez absolument essayer. Ensuite, je ne vous dis pas que c'est un parcours facile, évidemment, hein, ni pour les élèves, ni pour les enseignants. Mais évidemment, il y a de très belles choses qui se passent. Vous avez des rencontres, vous avez des révélations, j'imagine ? Des révélations, et puis vous avez beaucoup d'ennuis, beaucoup de difficultés. Mais voilà, tout ça ensemble, finalement, ce n'est jamais
Alors, c'est de quel côté de votre professeur de français? Il y a différentes facettes. Pour moi, c'est mes souvenirs. Donc là, c'est les souvenirs, les mauvais souvenirs. C'était tout ce qui est grammatical, l'orthographe, etc. Et puis, il y a la littérature où là, c'était vraiment un aspirateur, un vivier pour découvrir la vie, pour donner du sens aussi. Quel est le côté le plus difficile de ces différentes facettes du métier de professeur de français pour vous? La littérature, c'est toujours passionnant parce que vous faites passer quelque chose qui vous tient à cœur, donc ça vous porte. L'étude de la langue, qui est un préalable un peu nécessaire, Bien si sûr, vous voulez. indispensable. Oui, pour accéder à la littérature, il faut maîtriser plus ou moins l'outil, comme l'instrument de musique. Évidemment, c'est pénible, mais surtout, si vous voulez, la question, c'est moins l'étude de la langue, qui après tout peut aussi être un jeu, on peut aussi faire passer ça sous une forme... ludique, même stimulante. Enfin bon, non, c'est surtout un problème beaucoup plus global de notre rapport à tous, à la langue, notre rapport qui devient de plus en plus technologique, de plus en plus finalement externalisé par le portable, le smartphone. Et c'est ça l'enjeu, si vous voulez. C'est pas tellement le rapport du cerveau à la langue qui, après tout, peut se faire très bien, sans problème. D'accord. Mais la langue peut être clivante en elle-même. On s'en rend bien compte quand après, moi je connais bien des gens qui travaillent notamment pour placer des personnes qui viennent, Saint-Denis et tout. Nous sommes aujourd'hui dans une société où au premier coup de fil, la façon dont on s'exprime, au premier mail qu'on envoie, on est impitoyablement jugé en même temps et très très vite catégorisé sur, bon voilà, tu maîtrises, c'est un peu au-dessus, et justement quand vous avez décidé d'écrire votre tout premier livre, on va faire un petit retour en arrière. Vous étiez à ce moment-là prof en Seine-Saint-Denis, déjà, donc oui. pas encore à Paris. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter dans ce premier livre et pourquoi il vous en a fallu 3 pour que vous décidiez à raconter votre vie, qui est quand même un peu rock'n'roll, enfin au moins par son ascendance? Mon premier livre s'appelle Lieu-dit, je l'ai publié chez Alia. Il parlait déjà de Paris, parce que je pense que je suis complètement habitée, traversée par ce thème qui finalement répond à la question « qu'est-ce que je fais ici ?» et quelle est la longue histoire qui m'y a amenée. C'est pourquoi il m'a fallu en effet 3 livres pour débrouiller tout ce fil. J'ai décidé d'écrire réellement de façon autobiographique, en parlant librement à la première personne d'une certaine façon, au moment où j'étais obligée par la vie, en fait. J'étais obligée de me retourner sur ma propre histoire. Et parce que ma mère perdait la mémoire sous le fait de ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Et lorsqu'une femme qui elle-même vient du bout du monde, qui a migré, qui a vécu toute une vie un peu d'exil, de déracinement en France, et qui était mon seul point de liaison avec tout un passé, quand elle-même se met à perdre la mémoire, donc dans ce cas-là, il y a une urgence. Voilà, il y a une urgence, vous avez une espèce de vertige, vous retournez en arrière, il n'y a plus rien, il y a un blanc, et vous vous dites, si je ne fais pas le travail, au moins moi, de regarder ce qui s'est passé, ça va être perdu. Tout cela va s'effondrer dans le néant. Et donc là, vraiment, cette urgence m'a mise en face des pièces du puzzle que je pensais avoir depuis longtemps, oublié, que je pensais finalement n'être pas important, parce que j'avais un peu renié ce passé. Et là, j'ai vraiment dû recomposer petit à petit, sans arriver bien sûr à entièrement refaire l'image, mais ces morceaux d'exil, ces morceaux de mémoire, qui sont donc principalement, c'est vrai, l'histoire de ma mère, puisque c'est elle qui a fait la traversée, c'est la génération d'avant. Alors justement, si vous voulez bien, avant de se plonger dans ce roman, parce que vous auriez pu faire un roman pour raconter votre vie et votre famille, mais ça aurait été trop simple. Vous avez mêlé 2 fictions à votre histoire familiale, sur lesquelles on va revenir, mais sur cette histoire familiale, en gros, ça démarre quand ? Comment ça démarre l'exil du pays d'origine, qui est Taïwan ? Alors, je vais commencer par vous raconter la grande légende familiale, celle que ma mère nous a racontée à nous, en tout cas, et qui pour elle était le centre de son histoire à elle. Pourquoi elle est partie de l'île, j'appelle ça l'île. Pourquoi est-elle partie ? Ce qu'elle nous a dit,
c'est que c'est parti d'une grande histoire d'amour à la chinoise, une de ces histoires d'amour impossibles, très mélancolique finalement. Les amants impossibles, comme on en trouve dans le cinéma chinois, japonais. Elle était fiancée dans sa jeunesse à un jeune homme qui était promis à une brillante carrière d'ingénieur et qui lui-même, par ailleurs, écrivait de la poésie, bien sûr, car ma mère était amoureuse de la littérature déjà. Ma mère avait une sorte de Fascination. oui, de fascination qu'on pourrait appeler presque bovarienne. C'était une sorte de Madame Bovary de Taïwan pour l'art et la littérature. Et elle nous disait aussi, à ma sœur et moi, que son père à elle, donc notre grand-père, écrivait des poèmes modernes qu'il publiait dans des revues littéraires. De Taïwan, au début du XXe siècle. Voilà. D'accord. Et donc, elle tombe amoureuse de ce jeune homme qui a cette double casquette poète-ingénieur, donc parfait, le gendre parfait, on pourrait dire, idéal. Sauf que le gendre idéal, évidemment, part faire carrière, en fait, au Vietnam, où est basée la firme qu'il emploie comme ingénieur. Comme ingénieur. Et qu'au bout d'un certain temps, alors que ma mère l'attendait et qu'elle travaille comme institutrice à Taïwan, et qu'ils avaient longuement ensemble rêvé faire un magnifique voyage de noces à Paris, une fois qu'ils seraient unis pour la vie. Oui. Donc vraiment tout un imaginaire très romantique, asiatique, sur la vieille Europe, les villes, les monuments. Eh bien, un jour, elle apprend que le fiancé a épousé finalement la fille du patron. Aïe. Un grand classique aussi de la littérature du 19e finalement, mais que ma mère connaissait pas très bien. Et donc, elle a été évidemment à la fois infiniment blessée. J'imagine. Et en même temps, ça lui a donné une espèce de déclic un peu fou, un peu... irrationnel, romantique. Elle essayait de partir seule. Puisqu'il ne ferait pas le voyage avec elle, elle le ferait seule. Et même, elle le ferait avant lui. C'est-à-dire qu'elle est partie immédiatement... Enfin, en tout cas, ce qu'elle nous disait, elle est partie immédiatement pour être à Paris avant lui. D'accord, pour le précéder, en fait. Exactement. Ah oui, et pour votre maman était une rêveuse, quand même. La rivale qui partit en voyage de noces avec C'est beau lui. comme histoire, c'est très beau. C'est Et donc, incroyable. elle a quoi? Elle a une vingtaine d'années? Voilà, elle a 20, 23, 24 ans et peut-être. on est en quelle année? On est dans les années 60. C'est ça, début des années 60. Et elle part. Elle prend le premier bateau. Voilà, elle part en paquebot. Elle fait Taipei-Marseille. Donc ça prenait des mois à l'époque, je ne sais plus combien de mois, en troisième classe. C'est très bovarien, c'est très romantique. C'est très incroyable. Hein. Ouais, très, très bovarien. Ça, c'est l'histoire réelle. Hein. Alors, c'est l'histoire réelle telle qu'elle est racontée par ma mère. Donc voilà, je vous livre la légende familiale. C'est la légende familiale, d'accord. Voilà. Mais j'ai vraiment aucune raison de la mettre en doute. Hein. Donc, elle prend le bateau. Est-ce qu'elle a fait des selfies pendant la traversée? Ça, ce serait un moyen. Elle a essayé, mais à l'époque, la technologie n'était pas terrible pour les selfies. Donc voilà, je n'ai aucune trace. Hein. C'est ça, voilà. Trace. Elle fait ce voyage dont elle ne parle pas beaucoup. C'est un voyage, on peut imaginer, où elle est obstinée par la finalité du voyage. Elle arrive à Marseille, elle prend un train, elle monte à Paris. Voilà. Et toute seule, elle connaît personne? Toute seule, ne connaissant pas grand monde, mais bien sûr, elle va tout de suite essayer de s'intégrer ou de contacter la communauté chinoise. Une diaspora. Qui commence en fait à arriver à Paris, donc au milieu de la Restauration. Mais j'imagine que son premier geste en arrivant à Paris, ça aura été d'aller voir la Tour Eiffel au Trocadéro, qui était comme une sorte de grande icône dans son imaginaire. De phare mondial, c'est là qu'il fallait être dans un cadre romantique. Voilà, exactement. Et à la fois pour des raisons qui étaient déjà touristiques à l'époque, et en même temps pour son drame personnel, son histoire d'amour. Oui, donc elle part, qu'est-ce qu'elle dit à sa famille? Elle dit je m'en vais, je pars à Paris. Elle ne sait pas au départ si elle va rester un mois, un an, 10 ans. Ah, c'est vraiment un élan du cœur. Quoi. C'est ça, un élan irrationnel. Et j'imagine qu'en partant, elle aura dit peut-être je reviendrai, peut-être pas. Et
tout au long de sa vie, ensuite, bien après, lorsque moi et ma sœur nous étions nés, etc., je sais qu'elle a toujours finalement été taraudée par cette question. Est-ce qu'à un moment, je vais retourner, vu les difficultés financières ensuite qui ont Oui, on jalonné va y toute venir. sa vie, est-ce que je vais retourner vivre dans le giron de ma famille où, évidemment, elle aurait été mieux que traînant cette vie de difficultés économiques. Mais là, pour l'instant, on est au début des années 60. Elle vient d'arriver à Paris. Elle vient d'arriver à Paris. Et au sein de cette diaspora chinoise un peu, dans laquelle elle s'intègre, elle va rencontrer celui qui va devenir votre père. Exactement. J'ai bien tout compris. Vous avez tout compris. Bon, Et je pense d'ailleurs que les années 60 ont été heureuses. Ma mère qui venait de Taïwan, où malgré tout, l'atmosphère, si vous voulez, Taïwan était quand même dominé par le Kuomintang de Chiang Kai-shek et par une société très patriarcale. Oui, bon, il y a une scène dans le bouquin où vous racontez que gamine, vous êtes obligé de vous lever dans un cinéma parce que votre mère vous a amené à Taïwan. Alors absolument, pendant deux nos sœurs. vacances. Alors pendant nos vacances à Taipei, moi et ma sœur, nous allions donc voir avec des cousins des films de kung-fu made in Hong Kong, j'imagine. Voilà. Et là, je m'aperçois, donc moi j'avais 9 ans, 8 ans peut-être quand j'ai commencé à comprendre, je m'aperçois que donc le rite à Taïwan, c'est de regarder un film officiel où on nous montre en fait des images du développement économique taïwanais accéléré, etc., etc. Et à la fin, tout le monde se lève et chante l'hymne national taïwanais que ma sœur et moi ne connaissions pas. Et puis alors, pour nous, évidemment, qui venions de Paris, tout ça a été extrêmement étrange, extrêmement exotique. Alors au début, on rigolait, évidemment. Oui, on nous vous étions avez les fait deux comprendre seuls qu'il fallait pas trop. à rigoler dans un coin pendant que tout le monde chantait au garde à vous. Et puis finalement, à la fin, nous avons arrêté de rigoler. Mais oui, il y avait un contraste assez fort entre l'atmosphère à le Taïwan choc culturel. et puis les années 60 à Paris, vous vous doutez bien, où ma mère, je pense, a été assez heureuse. Surtout que ces années 60, j'allais vous le dire, c'est plutôt les années cool. C'est le moment où ils ouvrent ce fameux restaurant qui s'appelle Les Baguettes d'Or. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc, le restaurant Les Baguettes d'Or, rue Jean-Jacques Rousseau, à l'époque, ça a été... Donc, toujours selon ce que me disait ma mère, puisque là, c'est sa mémoire, en fait, que j'incarne. Oui, vous êtes toute jeune, vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans Ouais, dans ces eaux-là. moi, j'étais gamine, Pareil, mais j'ai connu donc, ce restaurant où je passais de longues heures, où j'ai vu un peu la vie du restaurant. C'était un restaurant qui avait une certaine réputation, m'a-t-elle dit, qui était dans le 1er arrondissement, à Paris, un peu chic, avec un bon cuisinier. D'accord. Et bien fréquenté. Bien fréquenté. Certaines stars de l'époque seraient venues déjeuner de temps en temps. Donc elle m'a cité, je ne sais plus, Mireille Darc, qui me semble, je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Ce qui, dans les années 60, était le top du top. Quand Le même, top quoi. du Oui, top. tout à fait, oui. Et puis, donc, ce restaurant a eu son heure de gloire, on pourrait D'accord. dire. Et ensuite, malheureusement, Les mes vicissitudes parents du commerce. Oui, les ont cycles. connu des problèmes économiques, et puis ils ont divorcé. Et puis donc, si vous voulez, il y a eu un lent déclin après cette espèce d'âge d'or des années 60. D'où l'espèce de parallèle que j'esquisse avec le film de Cassavetes, que j'adore par ailleurs, qui s'appelle Une femme sous influence, et qui, bien sûr, n'a rien à voir, si vous voulez, avec l'histoire de mes parents, mais qui, malgré tout, montre cette image du rêve des années 60, du rêve des 30 Glorieuses, vécu alors là, par d'un contre, à Los futur Angeles, brillant certain. dans un autre milieu, évidemment, mais qui, petit à petit, se décompose. C'est-à-dire la femme devient dépressive Oui. sans que l'on comprenne réellement pourquoi, qu'est-ce qui la mine, mais il y a une sorte d'insatisfaction malgré tout dans cette vie, comme dans aussi le livre de Pérec, les choses de Pérec. On voit que finalement, ces années-là qui furent tout feu, tout flamme, les 30 glorieuses économiques et tout, finalement... C'est comme les tripes, finalement. On leur sous revers. substance, au bout d'un moment, on descend, quoi. Exactement.